Bienvenue à cette rencontre d'Hippocrate du 4e de cette année, la dernière de cette année. La programmation 2019, nous sommes en train de la finaliser et nous vous communiquerons dans les prochains mois notre programme de manifestation pour l'année 2019. Donc cette fois-ci, nous avons un sujet sur le secret médical à l'épreuve de la protection de l'enfance. Cette manifestation qui sera animée par deux conférenciers que je remercie. Donc nous avons le professeur Adeline Goutenoir, qui est professeur à la faculté de Bordeaux et qui est également la présidente de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Nous avons Pascal Pillet, qui est, lui, médecin pédiatre au CHU de Bordeaux et responsable d'une unité fonctionnelle d'un service de pédiatrie après avoir été aux urgences pendant un petit moment, aux urgences pédiatriques. Donc les rencontres d'Hippocrate, quelques mots sur les rencontres d'Hippocrate. C'est maintenant depuis 2016 que nous avons lancé ces manifestations grâce au soutien du professeur Hervé, ici présent, qui modérera cette rencontre. Professeur Hervé, qui est professeur émérite à Paris 5, qui est également le président de la Société française et francophone d'éthique médicale et également le président de l'Académie internationale d'éthique, de médecine et de santé publique. Donc merci pour sa confiance et sa fidélité à ces rencontres sur Bordeaux. Je rappelle que ces rencontres étaient organisées précédemment à Paris 5, et que nous avons souhaité en faire bénéficier les Bordelais, et c'est pour ça que nous avons rapporté ces manifestations ici, dont le but est de confronter et de discuter des grands sujets de société au niveau médecine. Voilà. Ces manifestations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet où vous aurez l'ensemble des vidéos. Ces rencontres sont filmées. Vous les retrouvez sur notre site, là où vous êtes inscrits, pour ceux qui se sont inscrits, mais en grosse majeure partie, vous êtes tous inscrits sur notre site, leh.fr, qui est la maison d'édition qui valorise les contenus scientifiques des différents auteurs de toute la France en droit de la santé, gestion, management et stratégie. Voilà, et également une activité de formation continue. Ces rencontres sont produites donc par les études hospitalières, mais elles sont organisées surtout par la faculté de médecine, dont le doyen du buste n'a pu être présent aujourd'hui, mais la faculté est bien représentée puisque son directeur du collège, le professeur Pellegrin, est ici présent, et je l'en remercie. Nous avons également le conseil départemental de l'ordre des médecins avec son président, le président Broucas, qui n'est pas encore là mais qui va arriver, et également de nombreux médecins du conseil départemental que je remercie. Et nous avons également à remercier le doyen Saint-Pau de la faculté de médecine. 3 partenaires où cette, je dirais, pluridisciplinarité est importante aujourd'hui dans ces questions de santé. Nous souhaitons l'ouvrir de plus en plus. Donc sans tarder, je vais donner la parole à notre partenaire parce que ces manifestations sont gratuites, mais elles ont un coût évidemment, et elles sont possibles que grâce à notre partenaire, le groupe Pasteur Mutualité, dont je remercie son directeur pour sa confiance et son soutien, Jean-Christophe Lamouliat. Merci à tous. Voilà, rapidement, pour vous présenter le groupe Pasteur Mutualité. C'est une mutuelle qui a été créée il y a plus de 160 ans par et pour des professionnels de santé. Alors, il y a 160 ans, pour la petite histoire, ça s'appelait l'Association Générale des Médecins de France, et c'était pour protéger la veuve, l'orphelin en temps de famine et en temps de guerre. 160 ans plus tard, le groupe Pasteur Mutualité existe toujours sous cette forme démocratique pour proposer à ses adhérents des solutions, des garanties, des services innovants via des conseillers, Jean-Bernard Rivalin, Liliane Soulier, qui sont ici présents ce soir. 160 ans plus tard, ce qu'il faut retenir de ce groupe, c'est ces valeurs de cofraternité, solidarité, d'entraide, qui sont toujours aussi présents au sein notamment d'une action sociale qui est très présente pour nos adhérents. Pour terminer, pour faire court,
le groupe Pasteur Mutualité, c'est une vie démocratique. Et ces rencontres, elles peuvent avoir lieu grâce à Groupe Pasteur Mutualité 33, le docteur Leduc, le docteur Demeaux, le docteur Vaux, qui sont voilà, présents au sein du groupe Pasteur Mutualité et qui participent à vous offrir des moments forts de prévention, de formation, mais aussi d'information, comme on peut le faire ce soir, et de débats de qualité. Et on peut le voir ce soir encore, près de 200 personnes présentes. Donc voilà, ça nous fait plaisir d'être avec vous, à vos côtés. On vous souhaite une très belle soirée et très belle rencontre d'Hippocrate à tout le monde. Professeur Hervé, je vais demander au professeur Hervé d'introduire la manifestation et je le remercie. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous portez bien. C'est la Saint-Christian aujourd'hui. C'est donc ma fête. Non mais c'est important parce que comme personne ne me l'a totalement souhaité, sauf une personne ce matin, ma mère, je me dis bien. Je suis très content d'être... Ah mais voilà, ce que j'aime parmi les valeurs en éthique, c'est la spontanéité. Donc c'est super, je tiens à vous remercier. Bon, je vais vous faire rire un peu. C'est vrai que ça fait 2 ans que gentiment nous avons exporté de Paris à Bordeaux ces rencontres Hippocrate. Et je suis très heureux ce soir de, je sais pas, recevoir, vous êtes chez vous, d'être reçu par Madame Goutte-Noire, ainsi que par Monsieur Pillet, qui vont être amenés à vous présenter comment il voit le secret médical dans une situation particulièrement troublante, qui est celle de la protection de l'enfance, et il y a de quoi dire. Je ne me permettrai simplement que citer une proportion qui est assez infamante pour les médecins. Il n'y aurait qu'1% de signalements qui seraient faits par les médecins par rapport au nombre très important. Et nous avons à Paris nous avons beaucoup organisé des colloques sur justement les maltraitances faites aux femmes. Et la première personne qui malheureusement subit également est l'enfant. Eh bien, les pourcentages, là encore, vont vous faire frémir dans un pays qui se dit démocratique avec les droits de l'homme, puisque l'on va jusqu'à 25-30%, comment dire, de maltraitance intrafamiliale. Donc ces éléments sont importants, d'autant plus que nous avons été amenés aussi à avoir ce chiffre, c'est que à peu près 2 enfants par jour décèdent de la maladresse, voire de la violence de leurs parents. Alors je ne sais pas si ces chiffres-là sont les vôtres, mais en tout cas, nous, ils nous ont fait frémir. Et dans un récent colloque que nous avons, en faisant venir une personne qui avait travaillé à l'INSERM sur ces problèmes-là, au sujet de l'inceste, on se retrouvait avec un potentiel d'inceste qui allait de 2 à 4 millions en France. Se montre que nous sommes devant un sujet pour lequel il faut réfléchir. Et c'est vrai que le secret doit être réfléchi également au niveau des médecins. Et il est très bon que tout ceci se fasse devant le conseil départemental, qui lui-même a une réflexion à avoir, ne serait-ce qu'au niveau disciplinaire et au niveau de propositions qu'il peut faire lui-même, ne serait-ce qu'au niveau des pouvoirs publics. Je me permettrai, si vous voulez bien, pour entamer un tout petit peu votre travail, citer en définitive Giorgio Agamben, qui est un sociologue italien qui a beaucoup travaillé sur le secret, et qui dit qu'au niveau anthropologique, au niveau sociologique, il n'y a pas de secret sans trahison. Nous avons à réfléchir sur la limite. Et nous sommes là dans une réflexion éthique, et peut-être pas simplement appliquer bêtement, quelquefois des normes,
devant des situations qui sont absolument insupportables et pour lesquelles le médecin a peut-être quelquefois à prendre ses responsabilités. Et je citerai pour cela, et ce n'est pas n'importe qui que j'invoque, c'est M. Jouanna. Tous ces livres, vous les avez bien sûr à la librairie Mola. Jouanna, J-O-U-A-2-N-A, qui est le traducteur d'Hippocrate. Eh bien, discrétio, ça n'a jamais voulu dire secret. Ça veut dire beaucoup plus discrétion. Et en définitive, je prônais, quand j'étais plus jeune, pour que mes étudiants, j'étais professeur en médecine légale, vous vous rendez compte, mais rarement nous sommes d'accord avec nos collègues juristes. C'est tout l'intérêt justement du débat. Je disais à mes collègues qu'il était tout à fait, à mes étudiants, qu'il était tout à fait important dans les pratiques cliniques, justement, de prendre ses responsabilités, avoir une réflexion éthique forte, savoir en discuter avec ses maîtres, et de voir comment, dans certaines discussions, il était important, dans certaines situations difficiles, justement, de discuter et faire évoluer quelquefois ces normes. Après avoir dit ça, j'espère que je ne vous ai pas compliqué votre travail, mais c'est pour montrer combien je suis intéressé pour voir comment vous allez nous présenter le sujet médical à une époque, vous le savez bien, où justement tous ces éléments sont beaucoup plus du domaine des tabous, bien souvent, et non pas de la transparence. Nous sommes tout à fait en dehors des données de santé, avec les problèmes de confidentialité tels que le dossier médical, tous ces éléments-là se posent. Il n'empêche que là, nous serons aussi confrontés au dossier médical et voir justement comment, dans la pratique, il sera important, peut-être, dans ces réflexions éthiques, de trouver certaines réponses. En tout cas, je vous fais totalement confiance et ça me fait plaisir d'être un de vos auditeurs. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne dirai à mon tour que quelques mots pour introduire cette présentation que j'ai le plaisir de réaliser avec Pascal Pillet, avec qui je travaille depuis quasiment 10 ans à l'ODPE et qui est un acteur important de la protection de l'enfance dans le département. Puisque la devise, si on peut le dire, de l'ODPE, c'est que la protection de l'enfance est l'affaire de tous, et donc pas seulement du département ou des travailleurs sociaux, mais de l'ensemble des citoyens et de l'ensemble des professionnels destinés à rencontrer des enfants, ce qui, bien sûr, est le cas particulièrement des médecins. Je voudrais remercier chaleureusement Laurent Bloch et Sébastien Clément pour avoir choisi ce sujet. Je suis agréablement surprise qu'il attire autant de monde et je m'en félicite bien sûr. Je crois que c'est un sujet extrêmement important, évidemment, fondamental. Je crois que la participation des médecins à la protection de l'enfance est essentielle. Nous verrons qu'on a pu parfois parler de maillons faibles dans la chaîne de la protection de l'enfance, à vous voir aussi nombreux et à voir les nouveaux chiffres. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est plus vrai, et on va essayer de vous le démontrer. Alors nous avons, je voulais aussi souligner que ce sujet est à la croisée des chemins entre le droit et la médecine, et que l'Université de Bordeaux est un exemple particulièrement marquant de cette collaboration droit et santé, à travers un certain nombre de collègues, dont Laurent Bloch, qui, en faisant du droit de la santé, est une sorte de relais entre le droit et la médecine. Et je remercie tous les médecins et tous les professeurs de médecine et mes collègues de la faculté de médecine pour contribuer à cette collaboration. Nous allons vous présenter une thématique que nous avons traitée déjà partiellement dans un e-learning réalisé par la faculté de droit et la faculté de médecine et qui est d'accès libre. Les deux facultés ont accepté que ce e-learning soit ouvert. Vous le trouverez sous le titre « Le médecin acteur de la protection de l'enfance en Gironde » sur le site de la formation continue de la faculté de médecine. Mais en principe, si vous tapez « Le médecin acteur de la protection de l'enfance en Gironde », vous tombez directement sur ce e-learning qui reprend ce que nous allons dire ce soir
plus en détail et qui est accessible à tout le monde. Il suffit juste de s'inscrire pour c'est une exigence technique. Voilà, donc merci à tous d'être là et je laisse la parole à Pascal Pillet pour le début de notre intervention. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui? Non? Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux, c'est assez impressionnant. Merci Adeline. Je voulais rajouter pour me présenter effectivement que je travaille à l'ODPE depuis plus de 10 ans avec Adeline et rappeler que Adeline est une présidente de l'ODPE très active, c'est un des ODPE les plus actifs en France. Pas pour lui jeter des fleurs, mais elle a permis de mettre des ponts, cette ODPE, entre les juristes, les psychiatres, les médecins, les éducateurs, tout le monde qui gravite autour tout ce monde qui gravite autour de la protection de l'enfance et qui ne parle pas toujours suffisamment bien entre eux. Et s'il y a un point important, et si on doit rester sur une conclusion, je ne donnerai pas de recette aujourd'hui sur ma pratique, je ne ferai que apporter des points d'interrogation et des questionnements. Mais s'il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que le lien entre les différents professionnels sur ces thématiques-là est fondamental et je vous le montrerai, j'essaierai de vous le démontrer en tout cas. Secret médical et secret professionnel et protection de l'enfance. Je suis un partisan. Le secret médical, qui est quelque chose, est un bienfait essentiel à préserver. Il permet de respecter l'intimité de notre travail, de nos relations avec les patients, de permettre l'alliance thérapeutique et les prises en charge. Et donc, il n'est pas à remettre en question, bien évidemment. Malheureusement, ce secret, et il y a beaucoup, on le verra, on l'a dit, 1%, 5% des médecins qui signalent ou qui détectent ces situations-là, c'est trop peu, il y a un problème. Et donc, il y a un certain nombre de verrous, dont on essaiera d'expliquer l'origine, qui explique cette sous-détection. Secret médical, donc, mais il y a aussi le secret... Oui, pardon. Il y a aussi le secret tout court de ces situations, le secret, le tabou qui entoure ces situations, et un certain nombre d'éléments qui empêche de comprendre ce qui se passe au moment où le médecin va être en première ligne de cette situation. Les médecins sont en première ligne de ces situations. C'est très clair. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet pour parler de ce que sont un certain nombre de définitions. Je ne vais pas revenir sur les dates, il y en a différentes, mais ici, je vous ai représenté ce qu'est le danger. On va parler de danger, d'enfance en danger. Il y a différents niveaux de l'enfance en danger. Il y a au tout départ, on espère, l'absence de danger et le bien-être de l'enfant dont on estime et on espère que c'est pour la vérité pour la plupart des enfants. Mais ensuite, on va monter en grade, en sévérité par rapport à ce risque et à ce danger. Il y a le risque, l'enfant en risque et l'enfant en danger avéré. L'ensemble de ces situations, c'est l'enfance en danger, c'est tout mineur ainsi que tout majeur. Le législateur a voulu augmenter l'âge de ces possibilités. Donc c'est tout majeur de 18 à 21 ans qui peut nécessiter d'une protection ou d'une mesure de prévention de la justice ou d'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est l'enfance en danger. Voilà. Le premier niveau, c'est le niveau 2, c'est l'enfant en risque de danger. C'est celui qui va connaître des conditions d'existence, qui va en risquer de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, ou son entretien, mais qui n'est pas pour autant un enfant maltraité et qui va se trouver exposé soit par son environnement, c'est le plus fréquent, mais aussi par ses conduites personnelles à un danger potentiel qui va être caractérisé et qui va justifier d'une intervention. Et puis, l'étape supérieure, c'est la maltraitance, c'est le danger caractérisé, c'est donc toutes ces violences physiques, psychologiques, ces abus sexuels, ces négligences lourdes, qui vont avoir des conséquences graves sur son développement physique, mais surtout psychologique, et son développement tout court. Et puis, on l'a dit, l'ultime, c'est le décès, 2 enfants par jour en France actuellement. Je vous renvoie au rapport Marina, publié, que vous avez sur Internet, et qui rapporte le déroulement, l'historique de cette fillette qui est décédée sous les coups de ses parents, et qui en dit long sur les défaillances du système de protection dont les médecins font partie. Je te laisse la parole sur ce cri d'alerte.
Alors, on ne va pas en parler beaucoup, mais c'est assez révélateur qu'une pétition signée par plusieurs milliers de personnes circule aujourd'hui, intitulée « Le massacre des innocents, les oubliés de la République », pour demander au gouvernement de prendre des mesures efficaces, effectives, urgentes pour la protection de l'enfant et pour lutter contre une cause de mortalité extrêmement importante dans notre pays. C'est une pétition qui est à la fois une pétition de certains professionnels de la protection de l'enfance, et notamment la présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, et des journalistes ou membres de la société civile. Elle a été signée aussi par Laurence Rossignol, ancien ministre des Enfants. Alors je disais, c'est un problème, enfin, on le dit, et c'est sûr maintenant, les chiffres sortent depuis une dizaine d'années, depuis 2005 quasiment, les enquêtes de victimologie, les études prospectives, rétrospectives, etc. sortent et les chiffres sont impressionnants, très impressionnants. L'Académie américaine de pédiatrie en 2005 aux États-Unis concernant les abus sexuels sur enfants, chez les filles, c'est 12 à 25% des fillettes abusées et les garçons un petit peu moins. Ça, c'est, voilà. L'OMS 2014, dans le monde entier, sur 133 pays, 22% d'adultes ont subi des violences physiques durant leur enfance, 36% des violences psychologiques, 16% des négligences graves. Et concernant les violences sexuelles, on retrouve à peu près les chiffres, ils sont tous à peu près les mêmes globalement. Donc les chiffres sont majeurs. La prévalence et l'incidence de la maltraitance est importante et malheureusement, les signalements et les repérages sont en dessous de ce qu'ils devraient être. Donc on passe à côté des situations, ça c'est très clair. En ce qui concerne les épidémiologues, et le Lancet, c'est pour 2009, qui est pas un petit journal, 10% des enfants dans les pays à haut niveau de revenus sont concernés par ces situations. Toute maltraitance ou toute condition de danger confondue. L'ONET, c'est 300 000 enfants pris en charge dans la protection de l'enfance chaque année. C'est 100 000 signalements ou informations préoccupantes chaque année en moyenne, grosso modo. L'ONET, oui, pardon. L'ONET, s'appelle maintenant l'ONPE, c'est l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Donc des niveaux très, très élevés. Et quelles sont les conséquences si tant est que ces situations ne sont pas repérées? Elles sont majeures, on le sait maintenant. Un chiffre, 80% des adultes maltraitants ont eux-mêmes été maltraités. Ce qui ne veut pas dire que tout enfant maltraité reproduira la maltraitance dite transgénérationnelle. Bien évidemment, c'est moins d'un quart. Mais 80% d'adultes maltraitants ont eux-mêmes été maltraités. C'est un chiffre important. L'OMS 2013, on sait maintenant qu'il y a des liens très clairs entre la maltraitance subie dans l'enfance, quelle qu'elle soit, et le devenir psychologique, voire psychiatrique à long terme. Un lien très clair avec la délinquance, les conduites antisociales, les addictions, les troubles mentaux. Je dirais de façon assez grossière que les hôpitaux psychiatriques et les prisons sont remplies d'enfants, d'ex-enfants maltraités, c'est très clair aussi. Les sans domicile fixe, c'est 40% de ces situations de personnes qui ont vécu des violences jeunes. Et un impact très clair sur la santé physique, médicale, dont on reviendra un petit peu là-dessus. Muriel Salmona, qui est une victimologue très réputée, qui est très active, qui a un site internet, je vous recommande d'y aller, Mémoire traumatique et victimologie, dans une enquête faite sur les victimes en 2014, vous voyez que sur les abus sexuels et les violences sexuelles, dans 80% des cas, elles surviennent chez le moins de 18 ans. Une fois sur 2 avant 11 ans et une fois sur 5 avant 6 ans. Pardon. Une vignette dont je voulais vous faire part, c'est notre activité aux urgences pédiatriques. C'est vieux, c'est un travail rétrospectif de thèse d'un interne. On avait voulu voir en 2001 ce que représentait la maltraitance dans un service d'urgence pédiatrique tel qu'une ville comme Bordeaux, pour avoir une vignette et une photographie. Très clairement, le nombre d'enfants repérés comme étant maltraités est en dessous de la prévalence qu'on devrait avoir. Et ça, très clairement, tous les services d'urgence, tous les services de pédiatrie le savent maintenant. Et il y a
des mouvements européens pour essayer de mieux faire et mieux repérer ces situations-là. Qu'est-ce qu'on repère dans un service de violence pédiatrique? Des petits-enfants qui ont des tableaux sévères en général. Vous voyez, donc je ne vais pas m'apesantir, mais 35% de sévices sexuels, 40% de sévices physiques, bébés secoués, 9%, des maltraitances type négligence et carence grave, 12%, des maltraitances psychologiques, ce n'est pas le lieu très clair, les violences pédiatriques, pour les repérer. Dans 3/4 des cas, ces violences sont imputables aux parents. Voilà. Donc, très clairement, on est en dessous de ce qu'il faudrait. On repère les situations les plus explicites, les plus graves, les plus éloquentes, je dirais, mais très clairement, on passe à côté d'un certain nombre d'autres. Juste, ce qui nous avait intéressé, c'est de voir quel était le parcours de ces enfants antérieurement, quand on les a vus et quand on les a pris en charge. Eh bien, grossièrement, avant qu'ils n'arrivent et que les violences s'exercent et soient perceptibles, mais tous les voyants sont à l'orange, voire au rouge, très mûrs. Dans ces situations, la plupart il y avait des maltraitances connues dans la famille, ou voire même des sévices qui avaient déjà été exercés chez les enfants qu'on prenait en charge. Ils étaient connus des services PMI, des services sociaux, et il y avait des facteurs de vulnérabilité connus dans plus de 80%, dans 80% des cas à peu près. Donc, grossièrement, c'est pas la génération spontanée. Les situations, les signes d'alerte sont connus bien avant. Alors, j'ai marqué secteur de la santé, lieu de repérage des maltraitances avec un point d'interrogation. Adeline m'a dit que le point d'interrogation n'avait aucun intérêt, puisque la réponse était dans la question, vous vous en doutez. Évidemment qu'on est que ça soit en libéral, dans les cabinets ou dans les services de pédiatrie ou aux urgences, évidemment que ces situations passent toutes. Qu'est-ce qu'on va avoir en théorie? La théorie de la maltraitance, c'est les négligences, les carences de soins, les violences physiques, et notamment le syndrome de Silverman décrit dans les années 60. Les violences psychologiques et sexuelles, les syndromes de Munchausen par procuration, les allégations communément appelées syndrome de Kramer contre Kramer, où l'enfant est instrumentalisé dans un désaccord et des violences conjugales, après divorce notamment, et les violences conjugales tout. Elles s'associent les unes entre elles, évidemment. Il y en a souvent les unes avec les autres, c'est un ensemble. Elles sont souvent associées à des degrés plus ou moins importants. Ça, c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la maltraitance, celle qui se voit, celle qui est évidente, avec les lésions, le purpura, les hématomes, les fractures, etc. Mais même, et dans le rapport Marina, c'était tout à fait explicite, le médecin peut passer malgré tout avec des éléments de diagnostic tout à fait évidents à côté. On verra quels sont les verrous de cette non-reconnaissance. Et puis il y a celle qu'on ne voit pas, évidemment, celle qui ne parle pas. Et très clairement, un enfant maltraité, il ne va pas parler, il ne parle pas. Il ne faut pas attendre qu'il nous serve sa parole, ça n'existe pas ou c'est exceptionnel. Ou alors l'expression de la souffrance liée à la maltraitance est détournée. Et il faut savoir capter ces signes-là qui sont indirects pour avancer. La maltraitance qui se voit, alors j'avais dit que j'en ferais pas trop, parce que voilà, mais bon, ça c'est la maltraitance physique classique avec son cortège d'horreur, je vais pas faire la liste, voilà, et ce fameux syndrome de Silverman qui était très gradué, qui est très classique et que l'on connaît. Je vais passer assez vite. Il y a ensuite celle qu'on ne voit pas, celle qui ne parle pas, et qu'on ne repère pas, et qui a donc des conséquences à long terme. L'ONU le dit, c'est pas moi, d'accord. Il n'y a pas de prise en charge spécifique on va avoir survenue d'accidents cardiovasculaires, de morts précoces, de suicides, de dépression, d'addiction, d'obésité, de troubles psychiatriques, de conduite addictive, de marginalisation, de délinquance. Le poids des conséquences est majeur, en termes social, médical, mais aussi économique pour une société. Avoir subi des violences est un déterminant principal pour subir des violences, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction de cette victimologie non-stop, ou à l'inverse, être et commettre des violences aussi. Toujours cette enquête de 2014, vous le voyez, les conséquences sur les victimes en 2014, 96% des victimes agressées ont des troubles mentaux avec beaucoup de symptômes, stress post-traumatique, anxiété, idées suicidaires, perte d'estime de soi, etc., etc. Il en va de même aussi sur la santé physique, avec
des conséquences cardiovasculaires, je l'ai dit, un risque cancéreux plus important, des troubles douloureux, fibromyalgie, etc. etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Une victime sur 2 va attenter à ses jours par une tentative de suicide à un moment ou à un autre. Donc, tout cela est lourd, important, les conséquences sont majeures et pourtant on sous-estime. La révélation, je l'ai dit tout à l'heure, par l'enfant est exceptionnelle, elle est rare. Il ne faut pas attendre que l'enfant parle pour que le médecin détecte ces situations-là. La détection de nombreux cas de maltraitance, de négligence et de presque tous les cas de maltraitance sexuelle dépend de ce que l'enfant en dit. Or, il ne dit, dans l'immense majorité des cas, rien. Ou de ce que les mesures prises par les adultes de son entourage par rapport à ces révélations, très clairement, là aussi, très peu. Donc n'attendons pas que l'enfant parle. Pourquoi il ne parle pas? Il y a des obstacles à cela. Il y a beaucoup d'obstacles. À qui vais-je en parler? Y a-t-il des lieux adaptés? Oui, il y en a, mais pas suffisamment. Et puis il y a l'âge et l'incapacité à réaliser que ce qui est arrivé, ce qui m'arrive, est répréhensible. La maturité par rapport à ce que je perçois, à ce que je subis, est en jeu. Et puis, il y a cette fameuse relation d'emprise, le syndrome d'adaptation, avec le sentiment d'impuissance, la peur, le conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents et du maltraitant, les émotions contradictoires, le poids majeur du secret familial, etc., etc. Les révélations tardives, les rétractations existent aussi. Voilà. Tout ça sont des freins et des verrous à la verbalisation de ce que l'enfant peut subir. Et puis surtout, alors je parle sous l'autorité de certains psychiatres qui sont présents, mais les voies d'expression de cette douleur, de cette souffrance sont détournées. C'est ces syndromes de stress post-traumatique qui sont classiques dans la maltraitance, type 1 entre autres, mais surtout les types 2, où c'est des enfants qui vont vivre des stress et des traumatismes répétés et exprimer leur mal-être par des flashbacks, par des troubles du comportement, des crises classiques, des dépressions, etc., etc. Donc, et où la mémoire du traumatisme est dissociée et ne va pas, encore une fois, être verbalisée ou se présenter ou s'exprimer clairement. Et puis, tout un cortège de symptômes, je les ai tous listés, je ne vais pas les détailler. J'ai des tentatives de suicide, c'est chez l'adolescent, surtout 1 sur 2, d'accord, 50% des tentatives de suicide, il y a un lien avec une maltraitance sous-jacente. Les troubles fonctionnels somatoformes, toute cette kyrielle de symptômes d'enfants, d'adolescents que l'on voit dans les services de pédiatrie, qui ont des troubles anxieux, des douleurs abdominales, des céphalées qu'on ne comprend pas, qui arrivent avec des tonnes d'examens complémentaires qui ont été découpés en rondelles dans tous les sens et où les médecins ne font pas le lien avec cette répétition d'examens, où il faut aller chercher évidemment un certain nombre de problèmes et on les trouve maintenant qu'on s'y intéresse. Le problème, c'est que les médecins n'ont pas été formés à penser au fait que la maltraitance puisse être un diagnostic au même titre que les autres. Quand un enfant arrive avec des hématomes, du purpura, des fractures, il peut avoir une maladie des os de verre, il peut avoir une hémophilie, etc., mais il peut avoir aussi une maltraitance et des sévices. C'est au même plan que les autres. C'est un raisonnement purement médical. Or, le médecin met à distance cette problématique, il le met à distance parce que c'est pas médical. C'est du social, c'est de l'éducatif, mais certainement pas du médical. Il faut apprendre aux médecins et aux internes et aux futurs médecins à penser cette maltraitance au même titre que le reste. On ne cherche que ce que l'on trouve. On ne trouve, ce que l'on cherche. C'est ça? Oui. C'est bien connu. On ne peut pas voir ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas au moment de la consultation. Hein. Donc, c'est chemin détourné, cette maltraitance psychologique qui n'est pas exprimée très clairement. On ne peut pas penser l'impensable. C'est-à-dire que ça, c'est le déni du soignant. C'est une défense très classique. Hein. On met à distance l'indicible, ce qui n'est pas acceptable, ce qu'on ne peut pas supporter. C'est très classique. Et puis, la politique de l'autruche, on ne veut pas voir ce que l'on refuse de voir. C'est très clair aussi. Le rapport Marina est très clair par rapport à ça aussi. Les symptômes violents et les débordements violents, les tentatives de suicide, les crises classiques que l'on va voir, les mutilations, etc., elles sont l'expression de quelque chose et c'est une dimension d'appel qu'il faut savoir prendre à ce moment-là, très clairement. Après, c'est trop tard. Donc là, entre autres, les médecins et les services d'urgence ont une fonction très importante à cela. Et pour l'instant, elles ne remplissent pas, à mes yeux, toute cette fonction. Méconnaissance et déni de reconnaissance
les troubles psychotraumatiques sont sous-estimés et rarement dépistés parce que pas bien connus encore. Il y a une tradition de sous-estimation des violences faites aux enfants par banalisation ou justification éducative, ça on le sait. Il y a une méconnaissance de ces gravités des conséquences médico-sociales dont je vous ai présenté. Et puis aussi la stigmatisation des troubles du comportement. Quand un enfant explose ou a des conduites agressives et des troubles du comportement, aller chercher sa souffrance derrière, c'est compliqué pour un médecin. Et puis, banalisation des signes de souffrance. C'est la crise d'adolescence. Bon, elle fait des malaises. Elle fait des malaises à répétition. C'est une fille, on sait très bien que... Voilà. Ou à l'inverse, dramatisation de symptômes très explosifs, étiquetés à tort parfois, ou trop vite psychotiques. Voilà. Et puis, même quand il y a suspicion pour le médecin, ben, on a des difficultés à y croire, je l'ai dit. Hein. Le déni du soignant, c'est très clair. Crainte de se tromper ou de faire plus de mal que de bien. Ça, c'est classique aussi. Rompre le secret médical par peur des poursuites pénales, Adeline en parlera. Et puis, il y a quelque chose qui est très ancré chez le médecin, la conviction qu'on va réussir à régler le problème tout seul et que le travail avec la famille pour résoudre la situation va se faire. Et de me garder ça pour soi et ne pas en parler, etc., etc. Je vous invite à regarder le rapport HAS de 2014 sur la maltraitance et l'enfance en danger, qui est très, très bien fait. Une des conditions qui permettrait d'améliorer et d'avancer, de ne pas rester seul dans une impasse, une impuissance par rapport à ces situations, c'est très clairement de partager et de faire du lien avec d'autres professionnels. C'est très clair. En 2014, avec Adeline, on a participé aux propositions de la loi de la protection de l'enfance. Et il y avait pour ma part, j'étais gentiment invité, mais l'idée était de justement travailler sur la faciliter le repérage des enfants par le médecin. Donc on a plein de directives qui ont été prises, on le verra, mais surtout au niveau des structures d'urgence et du secteur libéral qui sous-évaluent et qui sous-diagnostiquent. Et donc le plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux enfants, ben voilà, l'axe 3 actuellement qui est en cours, c'est de travailler sur former pour mieux repérer, former les médecins pour mieux repérer et dépister. Voilà, il y a plein de voies et d'actions prévues. Je ne vais pas les détailler là maintenant. Juste, donc, on a chevillé au corps ce serment d'Hippocrate, très clairement. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Très clairement, ce secret, il est merveilleux, mais il peut être délétère et mortifère. Et là, je laisse la parole à Adeline. Merci Pascal. Alors, le droit intègre cette partie du serment d'Hippocrate à travers le secret professionnel, défini comme l'obligation pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. C'est le Code de la santé publique qui définit 3 catégories de personnes tenues au secret professionnel et qui sanctionne ce secret professionnel. Alors, de manière générale, les professionnels de santé sont tenus par le secret professionnel. Alors, on parle parfois de secret médical. Je crois que pour éviter que l'on fasse une hiérarchie dans les secrets, il est préférable de parler de secret professionnel comme tout le monde. Comme ça, on évitera de penser que les médecins ont un secret différent des autres. Lorsqu'on est tenu par la loi au secret, c'est parce qu'on exerce une profession. Il s'agit donc bien d'un secret professionnel. Il existe 3 catégories de personnes tenues au secret professionnel, celles qui sont dépositaires d'informations à caractère secret par profession et celles qui le sont par fonction ou mission temporaire. Au terme de l'article L1110-4 du Code de la santé publique, de manière générale, le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Cela concerne les médecins, les infirmiers, les orthophonistes, les masseurs kinésithérapeutes, etc., etc. Tout professionnel de santé. Alors, il y a une règle générale que je viens de vous citer. Puis après, dans le Code de la santé publique, il y a des dispositions spécifiques. Mais l'idée, c'est que toute personne qui exerce une profession de santé est tenue au secret professionnel.
Ce principe, cette règle est une obligation pour le médecin, une obligation qui, comme toute règle de droit, est sanctionnée. Le fait de violer le secret professionnel est une infraction pénale réprimée par l'article 226-13 du Code pénal. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. On comprend donc que les médecins soient aussi attachés au secret professionnel parce que le serment d'Hippocrate a une réalité pénale très concrète. Alors, qui bénéficie du secret professionnel? Eh bien, tous les patients. Et lorsqu'il s'agit d'un mineur, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en réalité, lorsqu'il s'agit d'un mineur, il y a plusieurs personnes qui sont concernées par le secret professionnel. Le mineur et ses parents. Puisque je ne vous apprendrai pas que, en réalité, sauf cas exceptionnel, ce n'est pas le mineur qui consent à l'acte médical, mais ses parents. Ce n'est pas le mineur qui exerce le droit à l'information, mais ce sont ses parents. Et donc, il y a un groupe de personnes, finalement, qui est face au médecin. Et comme le médecin est tenu au secret, il doit s'abstenir de révéler l'ensemble des informations dont il aura eu connaissance lors de ses consultations, informations qui concernent à la fois le mineur et ses parents. Alors, une petite question, existe-t-il un droit au secret professionnel pour le mineur? Je crois qu'il faut distinguer. Le mineur bénéficie évidemment du secret professionnel à l'égard des tiers. D'accord ? Le médecin ne peut pas révéler d'informations concernant le mineur à des tiers. Et d'ailleurs, s'il s'avisait par exemple de faire une attestation dans une procédure de divorce, il serait sanctionné pour violation du secret professionnel sur l'état de santé de l'enfant. Mais la question, c'est, le mineur dispose-t-il d'un droit au secret professionnel à l'égard de ses parents? Et là, la réponse est pour moi très clairement non. Puisque ce sont les parents qui exercent, qui prennent les décisions relatives à la santé de l'enfant, puisque ce sont les parents qui doivent être informés de la situation médicale de l'enfant, non, il n'y a pas de secret professionnel pour le mineur à l'égard de ses parents, sauf dans les cas particuliers où le mineur peut agir lui-même et prendre des décisions en matière médicale, c'est-à-dire pour l'interruption volontaire de grossesse s'il l'a demandé, pour la contraception évidemment, puisque là les parents ne sont plus décisionnaires, et également lorsqu'il demande le bénéfice de soins confidentiels prévus aux articles L1111-5 et L1111-5.1, je le donnerai après, du Code de la santé publique, qui permet à un mineur de demander à un médecin de pratiquer les soins nécessaires à la sauvegarde de sa santé sans en parler à ses parents. Ce texte est applicable aux médecins, à la sage-femme et également, depuis 2017, à l'infirmier. Tous les actes de dépistage, tous les actes de prévention qui s'imposent pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive du mineur, et plus généralement pour préserver sa santé lorsqu'il s'agit du médecin ou la sage-femme, peuvent être faits par un médecin sans avertir les parents du mineur. Dans ce cas-là, évidemment, le mineur bénéficie d'un droit au secret médical. Ces actes médicaux ne doivent pas figurer dans son dossier. Dossier qui est accessible aux deux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le mineur ne peut pas les empêcher, sauf les cas exceptionnels dont je viens de parler. La seule chose qu'il peut faire, c'est demander à ce que ses parents n'aient accès à son dossier que par l'intermédiaire d'un médecin. Alors, voilà les règles applicables au secret de manière générale. Sauf qu'il se peut que la protection de l'enfant par le secret s'efface devant les nécessités de protéger l'enfant contre des maltraitances pris au sens large de situations de danger. Et là, évidemment, le médecin se trouve dans une situation très délicate lorsque il soupçonne que les faits de maltraitance ou de négligence proviennent des parents, puisqu'il est dans ce triangle entre l'enfant et les parents. Il faut qu'il continue le soin, il faut qu'il protège l'enfant en même temps. Et le droit
prévoit cette hypothèse. On dit c'est très compliqué, le secret professionnel est un obstacle. C'est totalement faux. Le droit prévoit l'articulation entre secret médical et protection de l'enfance. Lorsque la loi impose ou autorise la levée du secret, le médecin peut s'affranchir du secret professionnel. Alors parfois, la loi directement impose au médecin de lever le secret professionnel. C'est le cas pour révéler des naissances, des décès, etc. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Pour permettre une bonne administration de la justice, ça nous intéresse bien sûr, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Et puis, il y a un article du Code de la santé publique qui impose aux médecins de PMI de lever le secret en cas de mauvais traitement. Peut-être y en a-t-il dans la salle. Ils ont une situation particulière, puisqu'évidemment, ils travaillent au cœur du département, qui est le chef de file de la protection de l'enfance. Et puis, parfois, la loi autorise que l'on lève le secret. Alors d'abord, avant de parler de cet article, vous voyez on voit pas l'article, c'est pas grave. La loi autorise dans 2 cas la révélation du secret. Dans un premier cas, un peu particulier que je vais traiter rapidement, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, le Code de la santé publique, dans l'article L226-2-2, autorise le partage d'informations à caractère secret. Il y a 2 textes, enfin 2 types de professionnels. D'une part, le partage dans le cadre social, d'autre part, le partage dans le cadre médical. Dans les 2 cas, l'idée, c'est qu'entre personnes tenues au secret, on peut partager des informations secrètes pour mettre en œuvre, pour protéger les mineurs et leurs familles. Donc secret social, c'était l'article précédent, et secret médical. L'idée, c'est que là, si le secret, enfin la levée du secret va permettre de favoriser la prise en charge, soit d'un patient, soit sur le plan médical, soit sur le plan de la protection de l'enfance. Je voudrais juste dire sur ce point un élément fondamental, qui est que là, tous ces professionnels ont le même secret. On a entendu parfois des médecins dire à des assistantes sociales « Ah oui, non, mais moi, je suis tenue au secret médical. C'est quand même supérieurement... c'est un secret plus fort que le vôtre. » Non, c'est la même chose. C'est un secret professionnel dont le texte permet qu'il soit levé pour partager des informations. Et puis, l'autre hypothèse dans laquelle on peut lever le secret professionnel, et c'est celui qui est au cœur de notre débat aujourd'hui, c'est les hypothèses prévues à l'article 226-13 du Code civil, qui dit que le secret médical peut être levé, c'est-à-dire que l'article qui sanctionne sa violation n'est pas applicable, premièrement, à celui qui informe des autorités judiciaires, médicales, etc., de privation ou de sévices, y compris d'atteinte ou mutilation sexuelle, infligée à un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Donc, un mineur en danger permet de lever le secret. C'est le cas aussi pour les personnes vulnérables et notamment les personnes âgées, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a, je vous le signale, un deuxièmement applicable spécifiquement aux médecins qui porte avec l'accord de la victime, précisant à la fin que l'accord n'est pas nécessaire pour un mineur, les sévices et privations qu'il a constatés sur le plan physique, psychique, donc signalement au procureur de la République. Donc on voit qu'il y a 2 alinéas, 2 possibilités sur lesquelles nous reviendrons plus tard de révéler les faits. Je pense, pour en avoir discuté avec certains de mes collègues, que les 2 alinéas sont applicables aux médecins. D'accord ? C'est-à-dire que le deuxièmement est applicable aux médecins qui constate les faits lorsqu'il examine la victime. Mais je pense que le médecin bénéficie également du premièrement dans l'hypothèse où il constaterait les sévices dans un autre cadre et notamment en examinant un auteur qui va lui faire part du fait qu'il a ou qu'il va ou qu'il risque de maltraiter, d'abuser d'un mineur. Cet article 226-13 permet aux personnes tenues au secret professionnel
de révéler des faits secrets dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, sans crainte d'être poursuivi pour violation du secret professionnel. Ce texte est une mesure protectrice du professionnel. Lorsqu'il est dans cette situation et qu'il révèle des faits tels que décrits dans cet article, il ne peut pas être poursuivi pour violation du secret professionnel. Pour autant, ce texte ne fait pas obligation professionnelle de révéler ces faits. Alors, je précise, je reviens une seconde sur l'article 226-14 qui a été complété par une loi de 2017 ou de 2015, comme il y en a eu un certain nombre, mais peu importe. Je veux vous le lire. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Je ne vois pas un médecin agir de mauvaise foi pour dénoncer des faits aussi graves. Donc, ce texte a été pris... c'est un texte qui a été une loi qui ne comportait que cet article, qui a été pris à la suite de poursuites disciplinaires qui avaient été engagées contre une pédiatre qui avait révélé des maltraitances. Les ordres des médecins, pardonnez-moi, sont souvent trop frileux quant à ces révélations, ont tendance à voir d'abord la violation du professionnel avant la protection de l'enfance. Pas tous, évidemment. Mais je crois qu'il y a un état d'esprit qui va, entre deux principes, deux exigences, va privilégier le secret sur la protection. Et je crois qu'il faudrait que ces temps-là se terminent. Alors, pas d'obligation cependant, et ça aussi c'est très important. Il faut préciser que ni la dénonciation de crimes, ni la dénonciation de privation de soins et de maltraitance sur mineurs ne sont applicables aux personnes tenues au secret professionnel. Le texte prévoit, en gras, sont également exceptées des dispositions, etc., donc de la dénonciation de crimes, et idem pour la privation ou mauvais traitement sur mineurs, sont exceptées de ces dispositions les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. Cela veut dire que le médecin peut révéler, mais qu'il n'est pas obligé de le faire. Autrement dit, s'il révèle, il ne peut pas être poursuivi pour violation du secret professionnel, et s'il ne révèle pas, il ne peut pas être poursuivi pour défaut de dénonciation de crimes ou de maltraitance sur mineurs. C'est la règle, c'est le dispositif de base. Mais attention. Alors là, on va compléter après, mais on a un petit cas pratique pour illustrer cette sorte de clause de conscience du médecin ou du professionnel de santé qui est averti d'une situation de danger, qui a le choix. Ça fait pas très longtemps, beaucoup de vos prédécesseurs se sont battus, donc c'est les professeurs médicaux, mais aussi travailleurs sociaux, pour avoir ce choix. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, vous l'avez, et on va vous l'illustrer avec donc le cas Stella, qu'on va vous exposer rapidement, et avec peut-être une participation de votre part sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, j'ai choisi 3 illustrations pratiques qui sont de ce que j'ai vécu en tant que médecin dans les services d'urgence pédiatrique. Alors, on aurait pu en prendre beaucoup plus. Le temps est imparti et on a choisi de prendre 3 situations qui sont riches m'amènent à la réflexion et à certaines interrogations sur nos comportements de médecins aussi. Alors Stella, elle a 14 ans, elle arrive mardi après-midi dans le service d'urgence pédiatrique amené par le SAMU. L'histoire, en fait, elle est percutée par une voiture au passage piéton en rentrant de l'école. L'automobiliste, d'après ses dires, a pris la fuite. Son téléphone portable, c'est très important chez les ados, aurait été cassé dans l'accident. Ça revient très vite. Et elle est rentrée chez elle malgré la douleur. Sa mère lui a appliqué de la pommade sur la partie touchée. Bon, il n'y avait pas grand-chose de très évident. Et puis le lendemain, elle a des douleurs lombaires. Elle va à l'école. Et sur les lieux de l'école, elle fait un malaise. Et bon, une paraplégie est identifiée par... elle a une incapacité motrice des membres inférieurs.
Mais au fur et à mesure des examens cliniques des médecins, on s'aperçoit qu'il y a une dissociation entre l'importance de la symptomatologie qui nous est apportée et la normalité de tous les examens cliniques et paracliniques qui vont être faits. Donc on a une impression un petit peu bizarre de se dire, est-ce qu'il y a vraiment des lésions médulaires? Est-ce qu'elle a fait une lésion de la moelle épinière pour expliquer ça? Les examens se font, puis petit à petit, elle se remet à marcher, elle se remet à bouger. Les examens paracliniques neurologiques sont fluctuants, la sensibilité est retrouvée, puis elle repart, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose qui nous inquiète sur le plan purement médical. On apprend qu'elle vit chez ses parents, famille recomposée, elle est scolarisée en 3e, peu importe. Et puis quand même, il y a 2 choses qui nous alertent. C'est qu'elle est scarifiée, elle se scarifie au niveau des avant-bras et des coudes. Ça fait 2 ans que ça dure, nous dit-elle. Et puis que depuis 2 ans, depuis l'âge de 12 ans, elle fait des malaises répétés, des malaises vagos à répétition sur la voie publique ou dans des conditions de stress, et notamment à l'école. Alors là, on la réexamine, et puis bon, très clairement, c'est pas médical, hein, elle se fout de nous, c'est une hystérique, elle simule. Voilà. Les premiers mots qui sont véhiculés dans le service, elle nous fait chier, en gros. Hein. C'est psy, il faut la montrer à un psy. Voilà. Je dis ça parce que c'est vraiment les réflexes archaïques et sous-corticaux du médecin de base qui s'attend à avoir de la belle pathologie. Et voilà, hein. Voilà. Mais j'ai réagi comme ça, et je réagissais comme ça, et je réagis toujours un peu comme ça. Elle nous fait chier. Elle n'a pas vraiment de tumeur, elle n'a pas lésé sa moelle épinière, c'est chiant. J1, elle est hospitalisée. Elle a des difficultés à se mobiliser toujours. Alors elle marche de façon un peu bizarre, un petit peu théâtrale. Mais quand même, sous ces dehors théâtraux, il y a des choses qui ressortent. Elle commence à pleurer. Des troubles anxieux apparaissent. Et puis elle nous évoque une histoire il y a 2 ans de quelque chose dont elle ne veut pas parler. Voilà. Voilà. Donc on continue, on n'est pas intrusif, on attend, on voit, on regarde, on accompagne. Et puis elle garde cette info. Voilà. Et puis elle nous fait part de ces scarifications, de ce mal-être, de ces malaises. Il y a un problème. Et puis à un moment donné, elle revient finalement sur cet événement traumatisant. Elle nous apprend qu'elle a été agressée sexuellement par un de ses camarades de classe de façon importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Elle n'en avait jamais parlé, et depuis 2 ans, et on apprend en fait que le jeune homme en question, elle l'a rencontré sur le retour de l'école, et que là, des choses ont explosé. Un feedback, la mémoire est revenue et a explosé avec des troubles anxieux et une hystérie de conversion, des troubles somatoformes qui ont été au devant du tableau. Donc on a accompagné cette jeune fille, et bon, la question était celle du signalement par rapport à l'agresseur potentiel. Elle nous a... Ah oui, alors qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez fait un signalement? Excusez-moi. Je m'emballe. Bien de vous demander. Allez, vous allez quand même participer. Vous êtes très nombreux, là. Il y en a bien 1 ou 2 qui... Il y a des médecins dans la salle? Non, ben, si ça se trouve, c'est peut-être des étudiants de droit, ils sont d'accord obligatoirement. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais tiens, vous avez levé la main, là. C'est très bien. Vous l'avez fait sans le faire. Où êtes-vous? Non, mais vous allez peut-être répondre. Ben non, je sais pas ce que j'aurais fait. Non, tout simplement, j'aurais réfléchi avec un temps de latence plus important que vous me laissez pour répondre. J'y aurais réfléchi. Je ne sais pas. Pour l'instant, je peux pas. Est-ce que vous demandez l'avis de la... Attendez, que tout le monde vous entende.
juste dire, déjà savoir si cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle pense de ce qui s'est passé. Enfin, ce qu'elle pense. Je pense que c'est déjà difficile pour elle, mais savoir si elle est d'accord qu'il y ait une plainte de déposer et si elle est d'accord aussi pour qu'on en parle avec ses parents. Enfin, voilà, de commencer à être dans une démarche pour qu'il y ait une reconnaissance de sa souffrance et puis une réparation, quelque chose qui pourrait être réparatoire pour elle si c'était encore possible. Est-ce que vous êtes une personnelle de santé? Oui, je suis médecin. Ah, très bien, voilà. Mais c'est important. Oui. Est-ce que ça vous suffit comme réponse? Oui. Bon, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on a fait. On a posé les jalons d'une prise en charge psychologique, d'une prise en charge psychocorporelle aussi, parce que très clairement, hein, la souffrance exprimée par le corps, hein, donc prenons la douleur, prenons la symptomatologie de là où elle vient, et donc on l'a accompagnée sur différents points. La question du signalement a été travaillée, elle refusait le signalement. Elle refusait les signalements, on a été d'accord avec ça, on en a parlé aux parents, elle était d'accord pour qu'on parle de cette... Pardon. Vas-y, Jean-Luc, vas-y. Moi, j'ai une question à te poser. Si c'est le père qui l'avait agressé, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah ben là, alors, la situation était relativement simple et c'est peut-être parce qu'elle était relativement simple que l'agresseur était à distance qu'elle a pu le révéler à un moment donné. Et donc très clairement, il n'y avait pas de danger immédiat de reproduction des faits et donc on a accompagné médicalement, psychologiquement cet enfant. Il y a eu un plan de soins et on n'a pas signalé. Évidemment que si ça avait été le père et que l'enfant est en danger permanent, là, le signalement... Ah bon, il ne faut pas que je le dise. D'accord. Juste... Alors, donc, voilà. La question... Je dis simplement ce qui s'est passé pour la... On a élaboré un projet de soins avec différentes thématiques. Elle a été prise en charge par... elle a très bien investi là-dessus. C'est très clair aussi que le pronostic était bon parce qu'elle était adhérente, elle en avait besoin, ce qui n'est pas toujours le cas, toujours au départ. Hein. Et le pédopsychiatre qui l'a pris en charge a travaillé tout cela. Et on a reparlé régulièrement de la réparation et du signalement et de passer éventuellement en justice. Ça a été refusé et on a accédé à cela parce qu'elle n'était pas en danger immédiat. Voilà. L'évolution par la suite a été tout à fait excellente chez cette jeune fille et ça n'a pas été plus loin. Voilà. Donc là, on a clairement, parce qu'elle l'a dit, une situation dans laquelle il n'y a pas de danger ou plus de danger. Ceci dit, si... Avant que je... Juste un des éléments qui m'a... Bon, la leçon de cette observation, c'est... je voulais juste revenir sur les troubles somatoformes, parce qu'ils sont extrêmement importants en médecine. Ils sont légion en pédiatrie et chez l'adolescent. C'est ces troubles somatiques, ces phénomènes de conversion qui vont nous être livrés et pour lesquels on ne trouvera rien, aucune lésion médicale, très clairement, avec des tonnes d'examens répétés, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont multiples, variables, récurrents, fluctuants, qu'on ne comprend pas. Ils ne sont ni psychologiques, parce qu'il n'y a pas de maladie mentale à proprement parler, et il n'y a pas de maladie médicale à proprement parler. Donc c'est des gamins qui sont ballottés et qui errent sans diagnostic très clair. On sait que la prévalence augmente, elle est importante en pédiatrie, et elle augmente chez l'adolescent. Et on sait, les troubles somatoformes ne sont pas en lien direct avec la maltraitance, mais la maltraitance fait partie du cortège des situations de... Très clairement, en tant que somaticien qui a été formé à la médecine organique, d'urgence, etc., une enfant qui n'a pas de lésion, etc., pour moi, au départ, le réflexe archaïque et bête, c'est de banaliser cette situation et voir d'en rajouter dans la maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire t'es mignonne mais t'as rien, circuler, il n'y a rien à voir. C'est dramatique et on a tous ces situations en tête. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut du temps, il faut s'extraire du chaos des urgences aussi pour travailler ces situations. Oui. Alors là, on était dans une situation... Tu es sûr que ça marche? Je fais confiance au public. Et là, ça marche? Oui, là, ça marche. Voilà. Donc là, on était dans une situation qui n'était pas une situation de danger. Donc, les médecins avaient le choix. Attention, si on était dans une situation
où la personne avait une obligation de signaler, à ce moment-là, on aurait dû signaler, nonobstant le fait qu'il n'y avait pas de danger. Donc là, parce qu'on avait le choix, on n'était pas obligé de signaler ce qui était quand même une infraction. Si, et la question de M. Pellegrin nous permet d'enchaîner, si l'auteur des faits avait été le père de la jeune fille ou quelqu'un qui était dans son entourage, évidemment, la situation aurait été totalement différente parce que là, la mineure aurait été en danger. Or, les médecins, comme tous les professionnels de santé, comme toutes les autres personnes, sont tenus de l'obligation de porter secours à une personne en danger, notamment lorsqu'elle est mineure. En effet, l'article 223.6 du code pénal que vous pouvez lire, quiconque pouvant s'empêcher par son action immédiate, sans risque, etc., et qui ne s'abstient volontairement de le faire, est puni, etc., sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, etc., etc., étant précisé que ce délit est aggravé lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans ou lorsque la personne en péril est un mineur de 15 ans pour le deuxième alinéa. Or, vous constatez que contrairement aux articles que je vous ai montrés tout à l'heure sur la dénonciation de crimes ou de délits sur mineurs, cet article ne contient pas de disposition qui dispense les personnes tenues au secret professionnel des poursuites prévues pour cette infraction. Cela veut dire qu'un médecin, comme toute autre personne, est tenu d'une obligation de porter secours dans la mesure où il est dans les conditions citées par le texte. Il y a donc, à ce moment-là, plus de liberté de conscience. Le médecin qui est face à une situation de danger et qui n'a pas d'autre moyen de sauver le mineur du danger doit signaler ou informer les autorités compétentes de la situation de danger. C'est une obligation légale et le défaut de révélation de ces informations est une infraction pénale. Et l'étude de la jurisprudence montre qu'il y a beaucoup plus de médecins poursuivis pour omission de porter secours que de médecins poursuivis pour violation du secret professionnel. En plus, la qualité de professionnel incite les magistrats à être plus exigeants qu'à l'égard d'un simple citoyen. On a par exemple un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de 2001 qui condamne un éducateur pour ne pas avoir révélé une fugue d'une mineure qui avait des tendances suicidaires. De même, la Cour de cassation, alors juste je signale que depuis, c'est la loi, je ne sais plus, une des lois récentes, qui prévoit également que le signalement de la fugue d'un mineur est une obligation dont ne sont pas dispensées les personnes tenues au secret professionnel. Que ce soit donc des maltraitances ou des fugues, les médecins, les personnels de santé sont obligés de les signaler lorsque la personne est encore en danger, ce qui serait le cas dans notre affaire s'il s'était agi du père de la mineure. Un exemple tiré de la jurisprudence, un arrêt du 23 octobre 2013, alors qui concerne des personnes âgées, mais c'est le même dispositif. Un médecin qui a été informé du fait que plusieurs membres du personnel avaient un comportement maltraitant envers des pensionnaires âgés et dépendants, qui s'est abstenu d'intervenir auprès de l'encadrement, qui est donc condamné pour omission de porter secours. Il n'a pas écarté le danger et donc il est poursuivi. Et le professionnel de santé le sera de la même manière s'il ne révèle pas des faits de maltraitance sur un mineur. Alors s'il y a d'autres moyens, une hospitalisation par exemple, à laquelle on recourt parfois les médecins généralistes ou les pédiatres en libéral qui hospitalisent, pardonnez-moi, mais c'est un peu quand même passer le relais à l'hôpital, ce qui n'est pas forcément toujours une très bonne idée, mais au moins il y a un partage de la situation. Mais si vous avez un moyen de protéger l'enfant, vous pouvez
vous pouvez ne pas révéler. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, et c'est quand même le meilleur moyen de le protéger que d'informer les autorités compétentes, eh bien, c'est une obligation. Pascal l'a dit tout à l'heure, et moi, je l'ai vu faire avec mon propre médecin, des situations de maltraitance, une mère violente avec son enfant parce que débordée, et le médecin qui lui dit, écoutez, vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble, je vais m'en occuper. Venez toutes les semaines, on va vérifier si ça va, etc. Alors, ça part d'un bon sentiment. Mais franchement, je pense que ce n'est pas le rôle du médecin. Le rôle du médecin, c'est de révéler les faits pour que la personne, l'enfant, soit prise en charge. Alors, on vous a fait un autre petit cas pratique. Monsieur Albert est généraliste, il soigne... alors, c'est un cas pratique fait par un juriste, donc c'est un des faux diapositives cas pratique. de juriste, ouais. Ouais, voilà. Vous avez reconnu la différence entre Pascal et moi. Voilà. Donc, notre monsieur Albert est médecin généraliste. Il soigne une Mélanie qui est aujourd'hui une jeune... Depuis qu'elle est toute petite, donc attachement, etc. Jeune mère de famille de 22 ans. Elle vient le consulter pour une mauvaise grippe. Elle vient avec ses 2 enfants, âgés de 2 et 3 ans, qui sont très sages, de manière assez anormale. Sentant qu'il se passe quelque chose de bizarre, il prend le temps de parler avec la jeune mère qui craque et qui lui avoue que le compagnon, père de ses enfants, exerce sur elle des violences psychologiques graves, qu'il enferme les enfants dans un placard pendant des longues heures, qu'il les prive de nourriture lorsqu'ils ne sont pas sages. Elle le supplie de ne rien dire, qu'elle va partir avec les enfants chez sa sœur, que son compagnon va bientôt partir en déplacement professionnel, et donc au plus tard, le mois prochain, elle va régler le problème. Monsieur Albert propose d'examiner les enfants, et là, elle lui dit que le médecin de PMI s'en occupe, que tout va bien, et elle quitte le cabinet médical précipitamment, sans que monsieur Albert puisse la retenir. Face à une telle situation, vous êtes tout seul, dans votre bureau, évidemment, il est 19h30, vendredi soir. Vous avez travaillé toute la journée, vous n'en pouvez plus. Que faites-vous? Alors, je vais poser la question autrement. Lesquels d'entre vous prennent le temps de réfléchir jusqu'au lundi? Menteur. Lesquels d'entre vous rappellent Mélanie, vont chez elle, lui donnent de l'argent pour qu'elle s'en aille chez sa sœur tout de suite? Lesquels d'entre vous prennent le téléphone et appellent un collègue? Lesquels d'entre vous font une information préoccupante, mais vu l'heure, ou un signalement chez le procureur? Ou vous appelez le procureur si vous le connaissez, ou vous appelez Pascal Pillet. Ou moi. Et la CRIP, le 119. La CRIP, mais la CRIP est fermée. Le 119. Le 119. Madame la vice-présidente du conseil départemental. Le 119, bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'à cette heure-là, il faut faire un signalement ou, à minima, si vous avez encore le temps, une information préoccupante. Je pense que face à de telles situations, vous ne pouvez plus hésiter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Hein. Alors, qui n'est pas d'accord avec nous? Qui est d'accord? Et les autres, alors? Oui, mais parce que pour l'instant, voilà. De toute façon, à 7h30 le soir, un vendredi, la seule autorité compétente, c'est le parquet. En revanche, si vous attendez lundi, vous pouvez faire une information préoccupante. Non, mais il y a possibilité, effectivement, d'appeler l'hôpital et d'avoir un pédiatre hospitalier avec qui on pourra converser et échanger pour ne pas rester seul par rapport à ce type de décision. Ça me paraît très important. Voilà. Ensuite, s'il y a urgence, de toute façon, la seule, à un moment donné, c'est appeler le soir le substitut du parquet de garde et lui exposer la situation. Et on peut aussi en discuter avec lui de cela, de voir. Ça se discute. Alors,
lorsqu'on est face à de telles situations, le médecin ou le personnel, tout personnel de santé a 3 possibilités. J'ai bien dit 3. La première, c'est de faire ce qu'on appelle une liaison. C'est un terme médico-social qui recouvre finalement tout contact avec les services médico-sociaux. Appeler la MDSI de secteur, appeler une assistante sociale, appeler le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, bref, mettre en route un partage de l'information, ne serait-ce que pour savoir s'il y a déjà des choses de fait, quelle est la situation des enfants, etc. etc. La deuxième possibilité, et c'est quelque chose qui n'est pas prévu par les textes, mais il faut y penser parce que avant peut-être de déclencher tout un système légal, on va dire, il faut penser au réseau, parce qu'en protection de l'enfance, il y a un réseau dont l'ODPE est une manifestation, mais il y en a d'autres. Vous pouvez avant tout appeler quelqu'un qui pourra discuter avec vous de la situation. Alors ça peut être un confrère, mais ça peut être aussi la CRIC, la cellule de recueil des informations préoccupantes du conseil départemental, à qui vous pouvez dire je ne sais pas que faire. Est-ce qu'il faut que je fasse une information préoccupante, un signalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la famille est connue, etc. Et ça, je pense que c'est des choses que vous pouvez voir et évaluer avec la cellule de recueil des informations préoccupantes ou l'assistante sociale de secteur. Juste, je dirais, sur la dernière loi qui est passée, il est normalement, enfin, le poste est encore vacant, mais la CRIP est dotée maintenant d'un médecin. C'est-à-dire, ce qu'on voulait, ce qui était souhaité, c'est que les médecins parlent aux médecins et non pas le médecin parle à une assistante sociale qui ne comprend pas les problématiques du médecin, etc. Donc ça, c'est, je pense, dans le décloisonnement des structures, c'est très important. Pour l'instant, c'est problématique parce que le poste est encore vacant. Et deuxième point, il est demandé expressément que tous les CHU soient dotés d'un médecin référent de la protection de l'enfance dans les CHU et notamment à l'hôpital des enfants. Donc à Bordeaux, c'est Marion Belaïch, le Rouge Belaïch, qui a été nommé médecin référent. Et je suis dans le même service, on travaille ensemble, donc je peux aussi... voilà. Mais on est plusieurs dans le service des urgences à connaître les rouages, à connaître le réseau et à pouvoir être une aide. Le COVA à Bordeaux aussi peut être aussi une ressource et une aide et un conseil. Voilà. Il y a différents. Le médecin de PMI, évidemment, aux heures ouvrables, etc. etc. Je précise que, avec le consentement de Madame la vice-présidente, que le recrutement du médecin référent de l'ASE, parce qu'en fait c'est plus large, est en cours et nous espérons qu'il aboutira bientôt. Et effectivement, je pense que c'était vraiment une demande des médecins, parce que, et on peut le comprendre, que les médecins sont un peu gênés de s'adresser, de ne pas s'adresser à un confrère, et donc de cette manière, on espère que les médecins seront plus à l'aise pour justement partager ce type de préoccupation. Vous voulez intervenir? Non, j'ai une question pour après. D'accord. Monsieur, attends, il y a monsieur d'abord. Oui, mais ça, c'est pas une obligation. Je veux dire, vous avez une situation, comme on vous l'a vu dans l'article sur... Oui, mais si elle les raconte, il vaut mieux se tromper dans le sens où vous allez protéger trop que pas assez. D'autant plus que, comme le dit le code, l'article 226-13, il n'y a pas d'obligation que le médecin ait examiné l'enfant. Tout professionnel peut faire une information préoccupante, si, comme son nom l'indique, s'il estime que la situation est préoccupante. Et je crois que là, on sera tous d'accord pour dire qu'elle l'est. Monsieur ? Bon, enfin, mais il y a quand même les propos de cette femme. Mais oui, mais il n'y a pas besoin... Non, mais on ne vous demande pas de faire un certificat médical. On vous demande de faire une information préoccupante consistant à dire « J'ai reçu une mère de 2 enfants avec un comportement particulier. Et donc, moi, j'ai fait une information préoccupante concernant une jeune fille qui était en classe avec ma fille, enfin ma belle-fille. Je ne l'avais jamais vue. Mais
ma belle-fille est rentrée un jour à la maison en me disant j'ai une copine qui a eu des problèmes, elle a fait pipi dans sa culotte en 4e en cours. J'ai discuté avec elle, elle m'a dit que sa mère la battait, etc. J'ai fait une information préoccupante en disant je n'ai rien vu moi-même, mais on m'a rapporté. Et le médecin, c'est d'abord un citoyen comme les autres et qui doit rapporter des faits qui suscitent une inquiétude. Simplement, la différence, c'est que ces faits ont été révélés dans le cadre de son cabinet. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Là, dans le cas de votre fille, vous avez rapporté les faits, les dires de votre fille. Oui. C'est un peu embêtant, c'est du candidaton. C'est pas des faits avérés. Oui, malheureusement, malheureusement, c'était le cas. Quand c'est un médecin, on est obligé de vérifier la véracité des informations. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Non, pas du tout. Un médecin est d'abord. Vous le faites en tant que citoyen, enfin que professionnel. Tout professionnel qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions de faits de maltraitance peut en faire état. Et notamment, c'est, je pense pour ça que dans mon hypothèse, il vaut mieux faire une information préoccupante qu'un signalement. Il y avait une question là, monsieur. Ah, il y a deux. Juste de savoir qu'est-ce qui se passe après. C'est le troisième temps. Ah, Madame. Attendez, le micro pareil. Madame, vous pouvez vous présenter peut-être. Oui, bonjour, moi je suis juriste au département de la Gironde et en charge notamment des questions sur la protection de l'enfance. Et justement, enfin, je pense que vous allez en parler, du coup, pour pas qu'il y ait des candidatons, il y a travail d'évaluation de la CRIP par la suite. Et ça, peut-être que c'est méconnu, ou pas assez connu, et je pense que vous allez en parler plus précisément. Juste un petit commentaire sur ça. Enfin, de grandes discussions ont déjà eu lieu différents niveaux sur la posture du médecin qui veut faire un diagnostic, qui veut. Voilà. Donc, c'est pas toujours possible. On peut. L'information préoccupante n'est pas là automatiquement pour après un diagnostic précis, sûr et certain. L'information préoccupante est là pour évaluer une situation impossible à évaluer, que le médecin ne peut pas évaluer seul, où il y a un doute, où il y a voilà. Alors, l'idée n'est pas de faire du chiffre non plus et de faire n'importe quoi avec l'information préoccupante, bien entendu. C'est très problématique dans certaines situations, ce cas de figure-là. Et je comprends votre réaction. Mais on est aussi, de temps en temps, coincé et on ne peut pas aller... Voilà. L'idée est de mettre en place un réseau, si vous avez la possibilité, pour avancer au mieux. Et voilà. Mais si ça n'est pas possible, il n'est pas possible de laisser tomber ce qui vous est rapporté là. Et l'information préoccupante est là pour avancer dans cette situation, si vous ne pouvez pas faire mieux ou autrement. Monsieur, il y a une question... Oui. Non, attendez, il y a monsieur là d'abord. Puis-je me permettre... Docteur Bocage, je suis le président du conseil départemental d'ordre des médecins de la Gironde. Pour rassurer mes confrères, faire un signalement à la CRIP, c'est pas faire un certificat médical. Donc... à partir de là, on ne s'expose pas à une immixtion dans les affaires familiales, parce que je pense que c'est ça qui vous fait peur. Mais c'est pas ça, là. C'est un enfant est en danger, on fait un signalement et on ne fait pas un certificat. On fait un signalement. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Merci. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit quand vous nous appelez au Conseil de l'ordre. Oui, mais j'arrive. Mais c'est le deuxième... voilà. Alors... Donc, soit une liaison, soit une information préoccupante, soit un signalement. D'accord ? 3 possibilités. Alors, sur la liaison, je vous en ai parlé. L'information préoccupante, c'est donc toute information sur un mineur en danger ou en risque de l'être, qui est donc faite à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Alors, voilà le schéma. Non, c'est toi, en fait. Voilà le schéma dont... Donc, la situation d'un médecin qui constate une situation préoccupante, voilà les circuits possibles. Oh, c'est très schématique, très caricatural, et dans la vraie vie, ce n'est pas toujours aussi simple. Le médecin qui est alerté, il a plusieurs possibilités. La liaison, on a dit, ne passe pas par les rouages de l'information préoccupante. Aux urgences pédiatriques ou en pédiatrie, on est en permanence en lien avec les structures de PMI pour dire, voilà, on a cette situation,
il y a des difficultés, on les a aperçues. Est-ce que vous pouvez prendre le lien? C'est des liens de travail classiques et habituels. Ensuite, on passe à des situations d'urgence où il y a éventuellement un risque vital, de maltraitance souvent physique ou de suspicion de danger immédiat, où il va falloir mener en parallèle l'acte médical, la prise en charge médicale, le diagnostic, la prise en charge, la thérapeutique, mais aussi l'acte juridique ou pas. Et, enfin, dans les situations d'urgence, elle sera juridique parce qu'il va falloir protéger en parallèle cet enfant pour pouvoir avancer. En cas d'urgence vitale ou de danger immédiat, eh bien, c'est le signalement au procureur. Mais ce n'est pas un signalement envoyé au fax le vendredi soir qui sera lu que dans 3 jours. C'est je prends mon téléphone, il y a un numéro de garde, j'appelle le substitut, je lui pose la problématique et en retour, il m'aide, ou pas d'ailleurs, à mettre en place la protection. Et on peut lui demander une ordonnance de placement provisoire pour que l'enfant soit mis sous la tutelle de l'hôpital jusqu'à nouvelle échéance. Donc ça, c'est dans les situations de danger les plus urgents. Et voilà. Mais très clairement, si vous ne faites pas ça, que l'enfant évolue mal ou qu'il y a un décès secondairement, vous pouvez être finalement condamnable de ne pas avoir été jusqu'au bout du processus de protection, à savoir prendre le téléphone un vendredi soir ou un samedi dans la nuit pour mobiliser le procureur et demander la protection la plus immédiate possible pour avancer. Et ensuite, l'autre cas de figure en dehors du lien, c'est hors urgence. C'est l'information préoccupante. J'ai un doute, je ne peux pas l'évaluer, c'est compliqué. Voilà. Donc l'information préoccupante est là pour ça. Mais l'information préoccupante est là. C'était avant ce qu'on appelait le signalement administratif. C'est monsieur, madame, ça se passe mal. Oui, oui, monsieur le médecin, ou madame le médecin d'ailleurs. La vie est compliquée, on ne s'en sort pas. Il y a des choses qui ne vont pas. OK, on a entendu, les choses sont entendables. Il n'y a pas de danger immédiat. Et on peut proposer une prise en charge via l'information préoccupante pour mettre en place quelque chose, mais avec un contrat et de façon avec la famille pour aider cette situation-là. À tout moment, si ça dérape et que cette situation ne tient pas, on peut basculer à tout moment sur un signalement. Voilà. Et encore une fois, l'information préoccupante, c'est la CRIP qui va s'en charger et ensuite diligenter des structures pour évaluer la situation et mettre en place des mesures de protection ou d'accompagnement. Voilà. Il y en a beaucoup, on n'a peut-être pas trop le temps de toutes les détailler, mais on pourra en parler un petit peu après. Alors, je précise que l'information préoccupante doit être... que les parents doivent être en principe informés du fait qu'on fait une information préoccupante. C'est le principe, sauf si l'intérêt de l'enfant commande de ne pas le faire. Ça, c'est un point important qui montre bien que dans la mesure du possible, on associe les parents à la démarche. Alors bon, on passe sur le contenu de l'information préoccupante. Plus vous pouvez en dire, et mieux c'est. Mais évidemment, si vous n'avez pas tout ça, si vous ne pouvez pas tout dire, c'est pas grave. Il ne s'agit pas de remplir des cases. Plus vous en dites, et mieux c'est. Évidemment, il faut au moins le nom de l'enfant et l'endroit où on peut le trouver, vos coordonnées à vous, et puis aussi la possibilité de donner des éléments que vous connaissez, type familial, etc., etc. Le médecin, je le répète, n'est pas là pour faire une enquête, n'est pas là pour faire une évaluation. Il alerte. En cas de doute, vous alertez. Le doute ne doit profiter à l'enfant. Si vous avez à un moment donné ce sentiment même diffus qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous pouvez faire une information préoccupante. Si on est dans des situations plus caractérisées, avec un timing un peu différent, on fera un signalement. Le signalement, c'est un acte écrit qui est présenté au procureur de la République. C'est-à-dire qu'on saisit le parquet. Le parquet qui va faire une enquête, parfois d'ailleurs demander à la CRIP, c'est-à-dire à la cellule de recueil des informations préoccupantes, de faire une évaluation. Et donc, il n'est pas forcément... Il ne faut pas se dire qu'on fait un signalement pour aller plus vite. Ce n'est pas la vitesse qui doit déterminer si on fait une information préoccupante ou un signalement, mais bien le type de situation. Si on est en danger immédiat, je prends un exemple
Par exemple, vous avez une jeune mère qui a l'unité psychiatrique mère-enfant, qui veut partir, dont on sait pertinemment qu'elle risque d'être maltraitante et que son enfant sera en danger grave avec elle. On fait alors un signalement avec une demande d'OPP, c'est-à-dire une demande de placement immédiat qui va provoquer l'arrivée des forces de l'ordre pour que l'enfant soit immédiatement soustrait au danger. Il y a aussi le cas des parents qui viennent avec un enfant à l'hôpital. Il s'avère que l'enfant a une méningite aiguë. Les parents, pour des raisons liées à des consommations de psychotropes et autres, décident finalement de s'en aller parce que ça dure trop de temps avec le bébé. Eh bien, le responsable des urgences fait un signalement, le parquet envoie la police récupérer l'enfant au domicile des parents. Donc là, on est vraiment dans des situations d'urgence. Et là, il faut évidemment pas hésiter. Quand on est dans des situations où, on va dire, pour faire vite, on n'est pas face forcément à une infraction pénale caractérisée, l'information préoccupante permet de saisir les services administratifs et donc de faire une évaluation. Il faut bien se dire, dans la protection de l'enfance, le principe, c'est le recours aux mesures administratives avec le consentement des familles et l'exception, c'est le recours aux services judiciaires. Alors, signalement ou infraction, quelques mots quand même sur les chiffres des informations préoccupantes et des signalements. Alors, c'est le rapport de l'ODPE 2012-2015, on a besoin d'un peu de recul pour faire des rapports. Vous voyez déjà l'augmentation. On est passé de 2012 à 3387 informations préoccupantes, 4233 en 2015. On verra que ça a encore augmenté en 2016, auquel il faut ajouter les signalements. Donc, c'est entre 5000 et 6000 situations de danger en un an sur notre département. Ce qui est beaucoup plus qu'avant. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a plus de situations de danger, enfin, du moins, on l'espère, mais c'est parce qu'on s'est amélioré en matière de repérage. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement positif. Alors, pour 2016, on a 4613 informations préoccupantes, donc on continue à augmenter, ce qui implique de donner encore plus de moyens aux services de repérage, à la CRIP, etc., etc. Et ensuite, encore plus de moyens pour prendre en charge les enfants, ce qui est extrêmement compliqué. 4613 informations préoccupantes, 1750 signalements, soit donc 6804 situations de danger en Gironde en 2016, qualifiées comme telles par la CRIP. C'est-à-dire c'est les informations préoccupantes qui ont été qualifiées par la CRIP. Parmi ces informations préoccupantes, alors vous voyez à peu près la répartition et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22% les parquets, 20% les services médico-sociaux, 13% l'éducation nationale qui a fait beaucoup de progrès, 5% les médecins. Et en 2016, c'était toujours 5%. Mais quand même, 44 informations préoccupantes proviennent de médecins libéraux. On est parti à 4. Donc, on a quand même multiplié par 10 les informations préoccupantes des médecins libéraux. Alors, je dois dire quand même, à la décharge de ces derniers, que là, on n'a que les informations préoccupantes et pas les signalements. Donc, on peut penser que nombre d'entre vous et de confrères ont fait force signalement dans ces situations de danger, ce qui est tout à fait probable. Il y a aussi le fait que, dans un certain nombre d'hypothèses, le médecin hospitalise l'enfant et l'hôpital prend le relais. Donc, les 5% d'informations préoccupantes ne traduisent pas, du moins je l'espère, l'activité des médecins dans le cadre de la protection de l'enfance. Je vous donne quand même ce numéro de téléphone, on ne sait jamais. Et l'adresse du e-learning. Mais normalement, oui, donc il n'y a pas d'autres vignettes, mais j'ai prévu de vous parler de l'après. J'ai aussi oublié la fin de mes notes, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une information préoccupante ou un signalement ? Alors, le signalement, je vous l'ai dit, c'est quand même l'artillerie lourde. S'il y a urgence, il y aura une OPP et on peut avoir une intervention immédiate. Mais on peut avoir un signalement qui entraîne soit une enquête de police et parfois, c'est assez fréquemment le cas, un renvoi à la CRIP et on retrouvera le même cursus. Qu'est-ce que fait la CRIP ? Elle évalue.
elle évalue le plus rapidement possible, ce qui actuellement n'est pas suffisant. Il faut bien le dire, malgré tous les efforts, on a un retard très important. J'ose pas dire, hein, mais quand même, on dit pas, d'accord. Mais le délai, c'est quand même plusieurs semaines, et plus que 4. Donc, je crois que là, on va faire des progrès. On met tous nos efforts pour le faire. Ça reste trop long, c'est vrai. Donc, quand vous avez une situation grave, il faut mieux passer par le signalement. Mais sinon, la CRIP évalue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas elle qui évalue. Elle envoie sur les MDSI, sur les territoires, et on va procéder à une évaluation. On ne va pas, contrairement à ce qu'on peut penser, avoir des travailleurs sociaux avec des grandes capes noires arriver chez les gens pour emmener leurs enfants. On va d'abord vérifier si ces situations sont connues par les services sociaux. S'il y a d'autres informations préoccupantes, ça c'est un point très important. La cellule, elle va recueillir, elle est l'endroit où on va recueillir toutes les informations préoccupantes. Pour celle que j'avais faite, dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant la copine de ma belle-fille, quand moi j'ai appelé, on m'a dit il y en a 2 autres. Donc l'école avait fait un signalement et le centre de loisirs. Et ça c'est déjà une indication. Quand il y a plusieurs personnes dans l'entourage qui fait une information préoccupante, ça va évidemment activer les choses. Je fais un petit commentaire sur les situations qu'on reçoit à l'hôpital et les situations les plus extrêmes, les plus graves. On s'aperçoit que les choses n'ont pas été prises en compte. Pourquoi ? Parce que chacun est un peu détenteur d'une partie de la vérité, que l'instit dans son coin a entendu des choses, mais voilà, bon, c'est pas de son ressort. Le médecin a entendu des choses, mais c'est pas entre guillemets son problème. C'est le problème c'est un problème social que dans le club de sport, chacun a eu un peu entendu des choses et que le puzzle il est éclaté, il n'est pas rassemblé. L'information préoccupante, elle a pour but ça de rassembler le puzzle au sein de la CRIP qui fera très clairement. Et que le lien, si tant est que vous ne faites pas une formation préoccupante d'emblée, ce qui peut s'entendre, hein, mais au moins faites du lien, prenez le téléphone, appelez la MDSI, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'il y a eu des soucis, l'école, etc. Faire du lien, c'est fondamental. Le problème de la protection de l'enfance actuellement, c'est que le millefeuille est complètement éclaté et qu'il faut le rassembler, que les gens se parlent pour la protection de ces gamins. Je crois que c'est un point très fort. Et la CRIP a cette vertu-là, de tout centraliser et répertorier, si tant est que les gens fassent des informations préoccupantes. Le problème, c'est que tout le monde va dire « Ah non, mais c'est pas à moi de le faire, c'est à l'école ». C'est ce qu'on a dit pour l'affaire Marina. Dans l'affaire Marina, les instits savaient, les voisins savaient, les frères et sœurs, les grands-parents, le médecin scolaire, le parquet. Alors à l'époque, il n'y avait pas de CRIP. Mais cette gamine, elle a failli, elle a fini par mourir. Elle a mouru. Parce que finalement, on n'a pas fait de lien entre tous ces gens. Et aujourd'hui, j'entends encore trop souvent, on voit des situations, on se dit mais c'est pas possible. Comment se fait-il que le médecin n'ait rien dit, que l'école n'ait rien dit ? Elle arrive par exemple à la maison des adolescents, et là, la maison des adolescents fait une information préoccupante. Alors qu'il y a des problèmes à l'école, elle est absente, qu'elle est malade, qu'elle a vu le médecin, qu'elle est allée aux urgences. Ça, c'est plus possible. Il n'y a jamais trop d'informations préoccupantes. Si vous êtes 10 à faire une information préoccupante, on va gagner un temps fou. Alors oui, dès lors que vous avez un doute, il faut faire une information préoccupante. On fera une évaluation. Il y a 30% des informations préoccupantes qui donnent lieu à ce qu'on appelle un classement sans suite. Il ne se passe rien. Soit parce qu'on considère qu'en fait c'était une fausse alerte, soit parce qu'il y a déjà des choses mises en place. C'est assez fréquemment le cas et que ça n'a pas encore donné lieu. Il y a 30% des informations préoccupantes, je schématise à peu près, parce qu'il faut aller vite maintenant, il y a 30% des informations préoccupantes qui donnent lieu à une proposition par les services sociaux à la famille d'une prise en charge. En disant à la famille, voilà, on a un problème, votre enfant, ça va pas, vous n'arrivez pas, etc. Et en général, quand on est dans ce genre de situation, très souvent, la famille accepte une aide. Et l'aide, c'est pas forcément un placement. Ça peut être une mesure à domicile, ça peut être un soutien à une jeune maman qui est complètement débordée, un soutien au sens matériel, financier, ou même un accompagnement par une
TISF, et là on va me demander ce que ça veut dire. Enfin bref, c'est quelqu'un qui vient vous aider chez vous pour élever vos enfants, faire le ménage, tout ça. Voilà, tout ça c'est possible. Et il faut bien vous dire que le département n'a pas particulièrement envie de multiplier les placements, parce que déjà parfois on n'arrive pas toujours à les exécuter. Mais alors si en plus on ne cherche pas à placer les enfants, on cherche au contraire maintenant, vous savez, le principe c'est le maintien du lien, c'est le principe même dans le code civil. On ne fait pas de placement si on peut faire autrement. Et ensuite, eh bien, il y a 30% ou un peu moins des hypothèses dans lesquelles la situation est grave et où la CRIP fait un signalement. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, je le sais. Vous allez me dire, mais on n'a jamais de retour. C'est vrai. En même temps, je vous signale que le secret que vous pouvez invoquer, vous, il vous est applicable. Les personnes qui travaillent à la protection de l'enfance, elles sont tenues au secret. Alors c'est vrai que la loi impose de faire un retour et qu'il n'est pas toujours fait. On y travaille. C'est pas toujours simple. Mais en même temps, le but, c'est pas forcément que vous sachiez. Mais en même temps, on travaille tous à ce que le réseau forme un cercle et qu'effectivement les personnes qui se sont souciées, notamment les professionnels de protéger les enfants, puissent être informés. Mais en même temps, on ne peut pas, par exemple, vous dire les enfants ont été placés. C'est pas possible, ça. On peut vous dire que l'information a été transmise, qu'elle a donné lieu à un signalement. Mais on ne va pas expliquer. Les personnels de l'éducation nationale, ils se plaignent toujours, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas dire à une institutrice que les enfants ont été placés. Ce n'est pas aux services sociaux de le dire. Oui, tu as très bien parlé. Non, je... Voilà. Il reste un quart d'heure. Il y avait des vignettes cliniques, mais on va peut-être ne pas les faire pour laisser peut-être la place à des questions dans la salle. Ce sera peut-être... Voilà. Monsieur, peut-être que vous pouviez lui passer... Voilà. Merci beaucoup. J'ai été passionné, mais il y a une affaire, un drame qui a défrayé la chronique il y a de cela à peu près 5 ans. C'est une petite Marion qui avait 14 ans, qui était élève en collège et qui s'est suicidée. Alors apparemment, l'affaire a traîné et ça n'est pas arrivé comme ça de manière soudaine. Elle était l'objet d'un harcèlement très dur, psychologique, physique, de la part de ses camarades de classe. Alors c'était en zone rurale, je n'ai plus le souvenir exact de cette affaire, mais j'avais été fortement impressionné par le fait qu'effectivement, il y avait dans cette affaire-là apparemment une immense négligence. Négligence des enseignants, négligence du chef d'établissement. Apparemment, la famille était désemparée. Elle notait effectivement les malaises de leur fille. Et puis, rien n'a été fait. Puis, finalement, elle s'est suicidée, donc à 14 ans, elle s'est pendue. Alors, comment, justement, le médecin scolaire, comment les autorités, et notamment le lien entre le médecin scolaire et les personnels enseignants pourraient permettre aujourd'hui de prévenir, d'opérer cette prévention, d'autant que les harcèlements scolaires ne vont certainement pas s'atténuer dans les années qui viennent. Merci. Bon, on espère que si. On y travaille, en tout cas. Je vais laisser... Tu veux répondre? Ouais, non, il y a une émergence très clairement des harcèlements. Enfin, les harcèlements scolaires ne sont pas nouveaux, mais on en prend la mesure maintenant. Ils étaient banalisés. Ils explosent au travers de l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. Voilà. Donc il y a un phénomène actuel. Je crois qu'on en prend tout juste la mesure. Mais très clairement, ce sont des situations qui, la plupart du temps, sont passées, sont banalisées ou passées outre avec des drames à la clé. Voilà. Mais je crois que ça, c'est des choses qu'il faut travailler et il faut avancer là-dessus. Je sais pas si... C'est une situation de danger. Donc, effectivement, c'est tout à fait impératif de faire à minima une information préoccupante, voire un signalement. Et en tout cas, ne jamais laisser, c'est la même chose. On ne laisse pas une situation pourrir parce qu'on sait qu'effectivement le suicide ça peut être le suicide, mais ça pourrait être un mauvais coup, ça pourrait être. Donc voilà, on est face à une situation de danger et peu importe qu'elle vienne des camarades de la jeune fille ou des parents. Et à la limite, là aussi, c'est pas le problème du médecin. D'identifier l'auteur. Si vous n'avez pas de certitude sur l'auteur, là, dans notre cas de tout à l'heure, vous rapportez les faits. Voilà, la mère rapporte que. Voilà. Peu importe l'origine, en réalité.
dès lors que l'enfant est en situation de danger et que vous exprimez, enfin, vous pensez qu'un certain nombre de symptômes viennent de ce qu'il vit, eh bien, il faut en faire part aux autorités. Oui, monsieur. Oui, Dominique Dallet, je suis gynécologue obstétricien et secrétaire général de l'Ordre. Votre première vignette clinique, c'est vrai, m'a laissé un petit goût insatisfait. Parce que effectivement, moi j'étais plutôt pour le signaler. Vous avez une jeune fille qui finit par avouer qu'elle a été victime de violences sexuelles. Vous faites bien sûr une prise en charge pour elle. L'avantage pour elle de ne pas être confrontée à son agresseur, on peut très bien l'imaginer, et de remettre en avant tout ce qui s'est passé. Mais de là à ne rien faire, si on a la certitude des faits contre l'agresseur. Alors, pour avoir été dans notre condition expert pour des viols, etc., on se rend compte à quel point il faut de faits pour qu'on finisse par arriver à faire condamner. Donc, je dois dire que ça me laisse un petit goût amer. Alors ça, c'est la première chose. Oui, d'accord. Une autre question. Non, mais je peux répondre si tu veux. Effectivement, on s'est posé la question avec le pédopsychiatre. Moi, j'étais partisan de signaler. Parce que je pense effectivement que le processus d'identification fait partie du processus de réparation aussi, et de judiciaire fait partie du processus de réparation. Très clairement, enfin, après c'est le pédopsychiatre. Hein, je veux pas balancer le pédopsychiatre. Très clairement, les pédopsychiatres. Non, mais les pédopsychiatres sont tout le temps dans cette difficulté entre le processus de soins, la prise en charge, et la question du signalement en permanence. Voilà. L'alliance thérapeutique passe, enfin pas tous, parce qu'il y a Anne-Laure qui est en train de hocher de la... Mais si on prend les psychiatres et les pédopsychiatres, là très clairement, ils ne signalent jamais. Jamais, parce que ils estiment qu'ils sont dans la nécessité de l'alliance thérapeutique, et le signalement et l'information préoccupante vont venir abîmer cette prise en charge. Voilà. Or, très clairement, là, je n'ai pas insisté sur cette situation-là parce que l'enfant n'était pas en danger immédiat, mais très clairement, il y a un souci avec la psychiatrie, un souci voilà, qu'on peut entendre, hein, je veux dire que... Hein non, enfin, un souci... Non, mais voilà. je pense... Allez-y, Anne. Mais je crois quand même qu'il y a aussi le fait que dans cette situation, la jeune fille, elle a quand même 14 ans. Et quelque part, c'est quand même sa vie, c'est elle qui est victime. On sait, enfin, je suis juriste et j'ai été confrontée, parce que je suis par ailleurs administrateur ad hoc, on sait combien c'est difficile, combien c'est douloureux d'affronter un procès. Il y a 80% de plaintes pour abus sexuels, notamment sur mineurs, qui terminent en classement sans suite. Et donc, je ne suis pas sûre que ce soit au médecin de décider en l'absence de danger. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la loi. C'est pas à lui de décider. Après, voilà, c'est un débat éthique. Et je pense que si le prix à payer, c'est que la jeune fille n'adhère pas à la mesure, etc., voilà. En tout cas, ça se réfléchit, quoi. Mais peut-être Anne voulait dire... Les deux autres vignettes... C'est une des révélations d'une grossesse aux urgences pédiatriques d'une jeune fille de 14 ans victime d'un viol et d'un inceste. Nous avons signalé, bien évidemment. Et l'autre, c'est une situation d'alcoolisation aiguë, de crise classique, etc., révélatrice secondairement de tournante dans sa cité où, évidemment, on a protégé l'enfant, on est allé au signalement et bien plus loin. Mais tout ça, c'était pour dire que la discussion, il y a des questions, des positionnements et qu'ils sont intéressants d'en débattre, mais que... Voilà. Par rapport à cette situation justement de cette jeune fille de 14 ans, Stella, la place des parents dans le dépôt de plainte, dans le signalement, qu'en est-il ? Parce que c'est aux parents d'aller porter plainte contre l'agresseur. C'est pas à la jeune fille de porter plainte. Bien sûr, elle sera auditionnée, mais c'est aux parents aussi. Quelle place ils ont pris dans cette situation ? Alors, je tiens quand même à dire que juridiquement, un mineur peut porter plainte. Contrairement à ce que vont vous dire tous les commissariats de police, etc., s'il y a des policiers dans la salle, voilà. Un mineur peut porter plainte. Simplement, il ne peut pas se constituer partie civile, et donc les policiers vont dire « Ah mais non, reviens avec tes parents ». Ça tombe mal parce que c'est mon père qui me viole. Mais c'est pas possible, ce discours de la police. Après, effectivement, les parents peuvent porter plainte indépendamment de la volonté de la jeune fille. Mais ça, c'est aussi à eux de décider
davantage qu'aux médecins, pardon. Oui. Ouais. Dans cette situation, les parents étaient des accompagnants bienveillants, un peu perdus, paumés. Et en l'occurrence, au moment où on les a vus dans le service, ils étaient dans l'incapacité émotionnelle d'avancer là-dessus. Voilà. Mais bon, ensuite, j'ai pris en charge cette situation au départ. Elle a été travaillée secondairement. Alors, très clairement, je crois que le psychiatre avait quand même de bonnes raisons de ne pas signaler malgré tout, pour différentes raisons. Mais les parents étaient à ce moment-là, eux aussi, dans l'incapacité d'aller plus loin. Et ça arrive très souvent que les parents ne puissent pas les porter plainte, même avec... Voilà. Et donc, c'est à nous de relayer cela. Voilà. Ils sont dans une espèce de sidération par rapport à ce qu'ils apprennent. Voilà. Donc, cette sidération s'entend. Je pense que c'est à nous de faire le choix de signaler ou de ne pas le faire. Mais de ne pas tout attendre des parents, c'est évident. Ouais. C'est ce que dit la loi, surtout. Ah. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Mme Sutter, s'il vous plaît, qui est psychiatre, hein. Qui est pédopsychiatre. Pédopsychiatre. Non, je crois que... Non, trêve de plaisanterie, on ne va pas rebondir là-dessus, mais je crois qu'on flirte avec toute une partie qu'on n'a pas pu aborder là aujourd'hui, qui est la notion de risque de danger. Alors, voilà, où on est en pédopsychiatrie la majeure partie du temps, parce que quand les enfants arrivent avec des dangers avérés, je crois qu'on signale quand on a un enfant qui est avec un syndrome de Silverman, voilà. Quand on est dans du risque de danger, et ça c'est mon travail toute la journée, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de faire passer l'information dans une information préoccupante qui souvent sont quand même pas suivies. Alors nous, on est partie prenante du fait que l'information préoccupante, c'est commencer à faire un dossier, en fait, parce qu'on voit bien qu'il ne se passera rien, on sait très bien qu'il ne se passera rien, ça c'est des discussions multidisciplinaires quotidiennes pour nous, mais faire une IP, c'est commencer à faire un dossier pour que la prochaine IP, puis après, le conseil départemental finira par avoir les arguments et surtout un traçage de l'évolution, et ça c'est majeur. Et si on ne le fait pas, c'est une perte de chance pour les enfants, même s'il n'y a rien derrière. Et ça, c'est compliqué, je crois, à faire comprendre. Oui, je crois quand même que la mission du médecin, c'est protéger l'enfant. Donc, il n'est ni justicier, ni évaluateur, ni enquêteur. Il protège. Et juste, il ne peut pas faire moins que doit faire n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen qui a connaissance d'une situation de danger concernant le copain un enfant de son entourage, de l'entourage de ses enfants. Le médecin ne peut pas faire moins. C'est ça que nous dit la loi. Mais il peut faire plus. Et surtout, son secret professionnel n'est pas un obstacle à la protection de l'enfance. Le secret doit servir à protéger le patient, mais il ne doit pas le desservir. C'est vachement bien dit. Hein. Est-ce qu'il y a encore une question? Et après, oui, madame. Oui, je suis infirmière en milieu hospitalier. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a beaucoup parlé des violences physiques de l'enfant. Tous les exemples le montrent. Est-ce qu'il y a des mesures mises en place dans le cadre des manipulations mentales, c'est-à-dire ces enfants qui n'ont pas de traces physiques, mais qui ont un impact psychologique qu'on ne voit pas au premier abord? Voilà, donc c'était ma question. Est-ce qu'il y a des cellules particulières Non, mais c'est la même chose. Hein. Les violences psychologiques sont des violences reconnues par la loi, par le code pénal, par le code civil. C'est un critère du danger dans l'article 375. Simplement, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est des violences qu'on ne voit pas, qu'on voit moins. Mais aujourd'hui, les violences psychologiques et notamment l'impact, par exemple, sur les enfants des violences conjugales, par exemple, qui considérées comme des violences sur les enfants eux-mêmes, mais des violences psychologiques, sont pris en charge, je veux dire, autant que les autres. C'est juste après un problème de preuve. C'est plus facile de prouver une maltraitance physique que de prouver une maltraitance psychologique. Mais une fois qu'on en a établi l'existence, on va prendre en charge l'enfant on va le considérer en danger de la même manière. En général, d'ailleurs, souvent, il y a les deux, parce que les violences, il n'y a jamais que des violences physiques. Ça entraîne des violences psychologiques, forcément. Dans le volet des violences psychologiques, il y a le syndrome de Munchausen par procuration, et le médecin est le bras armé de cette maltraitance, d'ailleurs, par ses actes et ses examens complémentaires. Ça, c'est très clairement fait partie des violences psychologiques, voire physiques, de temps en temps. Les deux peuvent s'associer, qui est complètement sous-évalué.
qui est extrêmement compliqué à repérer, diagnostiquer et ensuite faire valoir auprès du parquet et des gens qui vont traiter ces informations. Les juristes connaissent très très mal ce syndrome. Enfin, pas les plus éminents, bien sûr, mais on a beaucoup de mal à faire éclater ce syndrome qui est vraiment pas bien connu. Voilà. Pardon ? Le syndrome... Moi, vous voulez que j'explique ? Le syndrome de Munchausen par procuration, c'est un enfant qui va être victime de faits, comment dire, de violences médicales inspirées, d'actes médicaux non nécessaires du fait de l'attitude d'un parent. Voilà. Donc ça va de l'affabulation, c'est-à-dire la relation pédiatrique avec notamment les mamans sont basées sur la confiance. Donc sur un fait, sur un symptôme, on le prend au pied de la lettre sans aucun problème. Le syndrome de Munchausen, c'est l'augmentation de ces dires avec des symptômes exagérés, c'est fréquent, des affabulations qui vont jusqu'à l'induction de symptômes. On a eu des mamans qui injectaient de l'insuline à leur enfant, qui créaient des hypoglycémies, qui ont été, et qu'on ne supposerait pas être ce genre de choses, et qui ont été jusqu'à des investigations médicales extrêmement délétères. Voilà. Donc qui peut aller jusqu'au décès. Je vous rappelle quand même de 10 à 15% des morts subies de nourrissons sont des syndromes de Munchausen par procuration, par étouffement ou autre. Voilà. Voilà. Donc, et ce sont en général, dans plus de 90% des cas, des mères qui ont des connaissances médicales. Le père est complètement absent, qu'on n'est peut-être pas très bien le profil psychologique de ces situations. Et c'est le médecin qui va prescrire et essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça passe par des investigations médicales parfois très invasives et parfois qui vont au-delà de... Voilà. Et le médecin est vraiment au cœur de cette problématique-là. Voilà. Et il y a une relation inverse avec la négligence. La négligence, c'est l'inverse du Munchausen. C'est-à-dire que dans un sens, on va augmenter, l'anxiété va décupler sur les symptômes, va devenir exagérée, puis il y a de l'affabulation, puis de l'induction de symptômes. Et dans l'inverse, la négligence, c'est ça. C'est par rapport aux symptômes qui sont donnés, il n'y a pas beaucoup de voilà. Et ça va jusqu'à la négligence grave qui a des conséquences physiques, voire les décès. Donc il y a un continuum par rapport aux symptômes et à la prise en charge médicale au travers de négligence et syndrome de Munchausen. Et c'est très compliqué parce que l'autre problème aussi, c'est que c'est des situations où les familles vont échapper aux médecins. À partir du moment où on arrête des investigations, il y a un zapping médical et aux États-Unis, il y a un certain nombre de médecins qui se sont spécialisés dans la traque de ces situations-là au travers de tout le territoire, parce que c'est des gens qui vont aller de CHU en médecin et glaner des examens complémentaires dans tous les sens. Voilà. Et il y a certaines unités de pédiatrie maintenant, notamment pour les malaises graves du nourrisson dont on suspecte qu'il peut être lié à un Munchausen, des caméras dans certains services pour permettre d'objectiver ces passages à l'acte, voilà, créer le malaise. Je crois que nous allons nous arrêter là. Merci de votre attention. Merci Sébastien.